Mes chers amis, bonjour. Cette vidéo s'adresse essentiellement à mes complices et commanditaires dans le cadre de cette sinistre machination judiciaire organisée contre moi, surtout contre moi, qui me met en scène comme un maniaque du kidnapping et dont la grande première, la grande représentation théâtrale aura lieu, je le rappelle, au Palais de l'Injustice de Saintes le 30 août prochain, donc le 30 août 2018 à 14 h. Le titre de cette pièce de théâtre tragicomique du plus mauvais goût est Stan Mayo, Janet Ziman et consorts, les coupables d'office d'associations de malfaiteurs ayant un projet criminel, projet étant celui de multiples enlèvements de mineurs. Alors venez nombreux, mais bien protégés des éclaboussures et des projections de boue excrémentielle, vous l'aurez compris. Ça va être joyeux. Bien. Et oui, je vais vous faire un petit rappel pour certains, pour d'autres ça va être une découverte, mais c'est très très important. Quand je dis protégez-vous bien, c'est pas seulement contre les éclaboussures de boue excrémentielle. Beaucoup d'entre vous ne savent pas que ces palais d'injustice et les cirques odieux qui s'y déroulent rentrent dans le cadre de l'occultisme satanique. Puissant occultisme satanique, qui nourrit des cohortes d'entités par le truchement des émotions générées essentiellement par des personnes prises en otage, peur, angoisse, frustration, colère, désespoir, etc. Alors, le public n'échappe bien évidemment pas au vampirisme énergétique, puisque c'est de cela dont je vous parle. Et plus il se montre soumis, plus ils se laissent impressionner par les sinistres pitres en robe noire, en se sentant obligés de refouler leur colère et leur indignation plutôt que de l'exprimer, et bien plus ils nourrissent les entités en question attirées pour l'occasion. Car si ces infâmes détraqués mentaux en toque de cérémonie sont les premiers à pratiquer ce vampirisme énergétique, en se mettant en scène comme des demi-dieux, n'est-ce pas, devant lesquels il faudrait se prosterner, eh bien, il faut bien conscientiser aussi le fait qu'ils ont commencé par invoquer des entités démoniaques, celles qu'ils servent. Votre état d'esprit, mes amis, insoumis, méprisant, rebelle, hostile, doit être renforcé préalablement avec une forte conscientisation et vous devez soutenir le regard des ignobles et des autres suppôts de Satan. Tous autant que vous êtes à soutenir la cause. Et ainsi, vous devez inverser le climat de malaise étouffant que ces guignols malfaisants savent si bien générer. Donc, comprenez bien, mes chers amis, que mes complices et commanditaires ont besoin de votre soutien, à l'intérieur comme à l'extérieur du palais de l'injustice de Saintes. Et la paix sociale des vampires doit impérativement être troublée à cette occasion. Alors laissez libre cours à votre imagination et à votre esprit de rébellion. Ceci dit, vous allez voir l'autre objet de la vidéo, surtout en seconde partie, cette vidéo annexe à celle que j'ai faite il y a quelques jours avec ma compagne Janet Ziman, a pour objectif d'apporter quelques éléments de compréhension supplémentaires, quelques arguments plus précis que les personnes prises en otage de ce cirque, doivent absolument servir publiquement pour leur défense. Parce que, hélas, là c'est de ça dont il s'agit, surtout sans compter sur l'aide d'un avocat pour cet exercice pénible. J'insiste bien, les avocats sont là pour verrouiller toute défense, surtout dans un contexte si formel de machination judiciaire organisée par tout ce conglomérat de pourriture. Donc mon souci, vous l'aurez compris, il est que deux femmes exemplaires soient prises en otage, soient restées en arrière dans ce piège et que je ne puisse strictement rien pour elles. Et avant de passer à mon récapitulatif, donc des points de droit que j'aimerais ressoulever pour elles, à contre-courant des points de droit qui doivent être soulevés à contre-courant des manœuvres putrides des ignobles en robe noire, lors l'occasion de ce cirque odieux du 30 août prochain, je veux à nouveau rendre hommage à ces deux femmes,
à ces deux mamans avec un grand N. Eh bien oui, deux femmes admirables sont désignées, l'une comme ma complice, l'autre comme mon commanditaire, dans le cadre du rôle de maniaque de kidnapping qui a été mis en scène par les ignobles en robe noire, les gardiens de la paix des vampires. Sylvie Perron est la complice désignée d'office coupable au seul fait de m'avoir aidé, de m'avoir logé, quand je ne savais plus où aller avec ma compagne, étant allé jusqu'à me prêter un camping-car d'une certaine valeur pour que je puisse réaliser mes enquêtes interdites dans toute la France. Sylvie Perron, une résistante comme il n'y en a pratiquement plus de nos jours, et qui, en raison de sa naturelle discrétion, passe inaperçue, trop inaperçue, mais pas pour l'Inquisition. Mais Sylvie Perron n'a jamais cherché à briller, juste à agir en être humain de conscience. Vous remarquerez que beaucoup savent faire du bruit sur leurs pseudo-conditions de résistants, souvent d'ailleurs pour ne faire que le jeu de la matrice, et s'épingler des médailles entre eux, un peu, vous savez, comme le font les maîtres immondes eux-mêmes. Mais vous remarquerez que les personnes les plus sincères et réellement courageuses restent dans l'anonymat, dans l'ombre, en l'occurrence dans l'ombre si propice aux exactions des vampires et des ignobles en robe noire. Bref, Sylvie Perron, sachez-le, est aussi une mère opprimée, à qui le système a arraché son enfant, mais qui, bien que brisée, est dévouée pour les autres mamans persécutées, est dévouée pour la cause elle-même en général, et de façon encore plus générale, est dévouée pour les autres, tout simplement. Malgré une pleine conscience d'être l'otage d'un procès d'inquisition aux conclusions déjà écrites, Sylvie Perron a donc fait le choix de faire front aux ignobles en robe noire le 30 août prochain. Et je vous redemande, une nouvelle fois, à vous toutes et tous, mes chers amis, de soutenir par tout moyen cette résistante exemplaire, et surtout d'être là pour elle, à ce procès d'inquisition, avec elle. Merci. Quant à ma commanditaire, la pauvre Sandrine Gachadois, eh bien, elle n'a rien d'autre à avouer que d'avoir commandité une tentative de récupérer des nouvelles de ses enfants. Enfants qui, sans aucune enquête relative à des faits de viol commis par ascendants dont ils avaient été victimes, de toute évidence, lui ont été arrachés par décision judiciaire. Sandrine Gachadois, une mère héroïque, qui a su en 2008, lorsque la morale le lui imposa, faire ce sacrifice de sa vie sociale, et pas que de sa vie sociale, pour tout tenter afin d'arracher ses 3 enfants sans l'aide de qui que ce soit, des griffes, des prédateurs et du réseau pédocriminel. Et rappelons que lorsque je parle de réseau, cela concerne l'imposture judiciaire, organisée pour appliquer la terreur sur tout parent protecteur, livrer les enfants à leurs bourreaux, assurer une impunité totale aux détraqués violeurs d'enfants, que ceux-ci soient notables ou pas. Je vous demande encore de voir, pour les personnes qui l'ont déjà vu, le passage concernant le dossier d'enquête sur l'affaire Sandrine Gachadois, avec son témoignage éloquent, publié avec d'autres dans le documentaire Janet Ziman et Stan Mayo, Le Retour. Vous pouvez trouver son témoignage également dans la série de vidéos intitulée Les auditions de Stan Mayo. Alors je regrette d'avoir eu un jour un doute quant à la véracité de son histoire au sortir de mon enquête dans l'environnement de la famille Callio en août 2012, après avoir recueilli une réponse négative de la part de la petite Léa, la plus grande de ses 3 enfants victimes. Je sais bien aujourd'hui ce que cela signifie quand une enfant victime répond « Je n'ai plus de souvenirs ». Le crime de Sandrine Gachadois est, malgré le fait d'avoir été puni par la camisole chimique et la prison pour avoir tenté de sauver ses enfants en 2008 lors de sa cavale avec eux, et de n'avoir pas cédé à la terreur d'État, de ne s'être pas résolu à considérer ses enfants comme perdus à tout jamais. Et oui, que cela soit bien clair, mes amis,
ce procès d'inquisition est celui de l'être humain, du brave type qui ne supporte pas que les enfants se fassent violer et torturer, et qui fait alors passer leur cause avant sa propre existence. De la femme au grand cœur, qui prête tout ce qu'elle a pour aider un couple, en l'occurrence le résistant, à survivre en clandestinité. De la maman avec un grand M, qui ne renonce pas à ses enfants, même sous la torture de la chimiothérapie psychiatrique. Alors, qu'est-ce qui est le plus effroyable, mes amis? Que de tels comportements humains, somme toute si naturels en principe, provoquent de telles manœuvres odieuses d'inquisition de la part de ceux qui sont censés représenter la justice. Que ces infâmes détraqués ivres de leur pouvoir n'éprouvent même plus le besoin de garder leur masque, tellement le bétail humain se montre résigné, soumis. Que ce soit nous toutes et tous, à travers chacun d'entre nous, qui justement conservions à ces pourritures leur pouvoir indu, ou encore que ceux qui, parmi le public de spectateurs, qui ont encore une conscience, voient à travers ces comportements humains des agissements héroïques. Nous en serions donc arrivés là. Être juste humain aujourd'hui, être juste un être humain de conscience, nécessite d'être héroïque. Prenez garde, mes amis. Ce simulacre de procès organisé par l'inquisition pédocriminelle est celui de l'humanité. De cette humanité que certains ont encore dans leur cœur, malgré une zombification générale. Il a comme objectif de fond, ce procès d'inquisition, de faire des exemples avec les rares d'entre nous qui acceptent tout sacrifice pour des causes justes, des causes si élémentaires, mais qui deviennent des causes perdues parce que plus personne ne veut plus faire front au système, à la terreur d'État, plus personne ne veut tenir tête, au moins, aux gardiens de la paix des vampires. Car rappelons-le, la machine infernale pour un nouvel ordre mondial luciférien avance implacablement avec sa révolution du genre, pour une totale pédophilisation, non pas de la société, mais de l'humanité entière, et que c'est bien dans ce contexte-là qu'a lieu ce procès d'inquisition, et probablement l'un des derniers du genre. Parce que demain, les ignobles en robe noire, forts de toute leur victoire écrasante, eh bien, ils briseront dans leur simulacre de procès judiciaire les parents qui auront tenté de s'opposer, par exemple, à ce que leurs enfants soient opérés à l'âge de 5 ans ou même 4 ans pour se faire changer le sexe. Et le public sera là, non pas pour soutenir les parents, mais pour se faire l'écho de l'accusation. C'est le monde de demain qui est en train d'installer un procès d'inquisition comme celui qui va avoir lieu le 30 août 2018. Donc Sandrine Gachadois est coupable d'avoir quant à elle osé s'entêter pour faire éclater la vérité et avoir des nouvelles de ses enfants à contre-courant de décisions judiciaires le lui interdisant. Pour ce motif, elle a été désignée d'office comme ma commanditaire dans l'histoire du projet criminel de multiples enlèvements d'enfants. Une accusation organisée par le même procureur qui l'avait brisée quelques années auparavant, justement parce que, insupporté par le fait que nous ayons osé faire une enquête sur ses propres malversations, parce que, insupporté qu'une mère ait pu, eh bien, résister à ces procédés abjects d'inquisiteurs, de gardiens de la paix des vampires. Comprenez bien que les procédés des ignobles en robe noire sont que, par exemple, ils pensent qu'il leur suffit de rajouter une accusation annexe et si précise de commanditaire afin d'établir, avant tout procès, en l'occurrence, eh bien, ma culpabilité et celle de mes pseudo-complices. Eh bien oui, s'il y a un commanditaire dans l'esprit de tout le monde,
vu que cela est affirmé avec force, autorité, bah, c'est forcément, n'est-ce pas, qu'il y a eu un crime commandité. Parce que les ignobles épouvantails, les guignols en robe noire, ils n'établissent pas la constitution d'une infraction criminelle ou d'un crime pour ensuite établir l'existence d'un commanditaire, par exemple. Mais non, ils font leur sauce carrément à l'envers, juste avec assez d'effets de manche, vous savez, avec leur grande toque là, et d'effets de voix pour enfumer les plus crédules, et assez d'abus de pouvoir pour interdire les débats, le cas échéant. Autrement dit, les ignobles en robe noire écrivent un véritable scénario, imaginé avec quelques éléments épars et sans intérêt qu'ils sortent de leur contexte, pour les mettre dans le contexte de leur dit scénario. Et ils campent des personnages qu'ils désignent d'office coupables, ils étalent leur script ensuite dans la presse, assez rapidement on l'a vu, et organisent leur représentation théâtrale dont le final est évidemment écrit d'avance, puisque le script a été écrit dans un but précis, résolument crapuleux. Les ignobles gardiens de la paix des vampires, véritables suppôts de Satan, sont avant tout d'une perversion sans limite. Ainsi, ils vont se faire un devoir dans ce contexte d'inversion des valeurs, de travailler leur scénario de façon à ce que leurs cibles se retrouvent accusées dans le cadre abject qu'elles, ces cibles, dénonçaient ou contre lequel elles luttaient. C'est ainsi que, par exemple, Feu Marcel Vergouzen, que nous regrettons énormément, le détective privé qui recherchait des enfants disparus et qui en a retrouvé je ne sais pas combien, ce détective privé qui avait fait exploser l'épouvantable affaire des CD-ROM de Zandvoort, que bien des infâmes se sont attribués comme leur propre découverte. En 1998, je vous rappelle, eh bien, il avait été la cible de machinations judiciaires organisées pour le faire passer, lui, pour un pédocriminel, aux yeux du public. C'était également ainsi dans ce cadre donc de machination, d'inversion des valeurs, que pour ma part, autre exemple, juste après que j'ai récupéré 2 fillettes séquestrées par un mafieux de Madagascar en 2004, et juste avant que je ne tombe un jour plus tard, durant la phase d'exfiltration, dans un traquenard qui m'avait été tendu, les autorités malgaches avaient fait les gros titres de mon action réussie à ce moment-là, avec ma photo en première page, parlant d'un trafiquant d'enfants qui essayait de fuir le pays avec ses proies. Oui, histoire que je me fasse intercepter par le peuple et proprement lyncher. Ça, c'est les méthodes des ignobles. Donc, je reviendrai sur cette affaire une autre fois, parce qu'il nécessite un débunkage de l'émission de Mère de 6. Et j'en parle, puisque la Mère de 6, là, la petite pute de pseudo-journaliste, se permet une allusion méprisante et mensongère sur cette affaire complexe, afin justement d'illustrer mon profil de kidnappeur, de maniaque du kidnappeur. Alors j'ai un autre exemple que je sors de mon passé, donc de mes expériences personnelles, fortes, dont je n'ai pas encore parlé, mes expériences face au monde des ignobles en robe noire, avant de me retrouver dans l'association de Cotten, c'est le truc bidon, la politique de vie, en 2006, et de plonger donc dans l'affaire Vincent. Eh bien, il faut savoir que je sortais d'une dizaine d'années de guéguerre avec la mafia maçonnique de l'île de la Réunion. Là, j'avais été mis en scène comme coupable d'organisation de groupes de combat, du lourd, avec 2 mois de préventive pour commencer, la disgrâce publique et la ruine. J'ai absolument tout perdu. La presse s'est acharnée pour tenter de me faire passer pour un détraqué mental. Ça remonte à mes débuts dans la vie active quand j'étais gendarme. Hein, et assurer que j'étais un danger public qu'il fallait neutraliser d'urgence avant que ça tourne mal. Vous allez voir le procès d'intention. Parce qu'évidemment, l'accusation reposait sur du grand rien, du vent. Et un procureur allait finalement, 3 ans plus tard, en audience d'appel,
se sentir obligé tout de même de reconnaître que l'infraction n'était pas constituée. Carrément pas constituée. Et ce procureur avait commencé son énoncé, l'énoncé de sa conclusion, en reconnaissant qu'aucune des infractions annexes n'était constituée. C'est-à-dire infraction en matière d'armement, infraction en matière de réglementation et infraction surtout en matière de trouble à l'ordre public, parce que c'était ça le grand procès d'intention qui m'était fait. Trouble à l'ordre public, ou plutôt menace que je puisse représenter un trouble à l'ordre public. Parce que ce procès d'intention m'avait fait monter en épingle, qui avait fait monter en épingle dans des proportions ahurissantes. Ce procès d'intention avait fait de moi l'ennemi public numéro 1. Un danger public à interner de toute urgence. Eh bien, cette affaire trouvait sa base justement dans mes activités de sécurité. C'est croustillant. En tant que chef d'entreprise, chef d'une agence de sécurité privée. Le vrai grief des accusateurs, aux ordres de la mafia maçonnique locale, était qu'avec une équipe d'intervention privée que j'avais formée de A à Z et que j'encadrais le plus souvent sur le terrain, eh bien, j'assurais, entre autres, c'est pas de ma faute, la paix publique. Là où les gendarmes préféraient se terrer dans leurs locaux et ne pas sortir pour intervenir. Et bien ça, je faisais dans le strict respect des textes de loi, aussi bien de la réglementation de ma profession que du code pénal, du code de procédure pénale, d'où la fameuse histoire de cet article 73 du code de procédure pénale. Et pour moi, c'est une vieille histoire qui remonte pratiquement à l'époque où j'ai décidé de démissionner de la gendarmerie pour sauvegarder mon idéal. Alors, de mes déboires avec les traîtres en robe noire et les pseudo-journalistes déchaînés à cette époque, est sorti un sobriquet qui était celui du Zorro de la Réunion. Et je crois que c'était le journal Libération, parce que ça avait intéressé aussi la presse nationale, pas seulement la presse locale. C'est ça, le journal Libération, qui m'avait affublé du sobriquet Zorro de la Réunion. Et ce sobriquet de Zorro de la Réunion allait être repris par des ignobles en robe noire à l'occasion de mon procès en 2009 dans le cadre de l'affaire Vincent. Et là, du coup, c'était une ignoble en robe noire, je ne me rappelle plus son nom, ça ne m'intéresse pas, qui m'avait affublé du sobriquet le Zorro blanc. Et comme par hasard, eh bien, quelques années plus tard, c'est le fameux pourri de Philippe Coindot, pseudo-procureur de la pseudo-république de Saintes, qui reprend dans ses déclarations de presse, au moment où Jeannette était incarcérée, je crois dès le lendemain ou dès le surlendemain, cette expression de Zorro blanc, en disant bien sûr que je suis un détraqué mental qui se prend pour le Zorro blanc. Alors si je vous dis ça, c'est parce que vous aurez certainement remarqué, pour ceux qui ont vu le reportage de Mère de 6, vous aurez noté la petite pute de pseudo-journaliste qui commence la présentation de son reportage en disant Christian Maillot qui préfère se faire appeler Stan, oui, ben ça c'est mon problème, qui préfère se faire appeler le Zorro blanc. Voilà. Ça, ce sont leurs méthodes. On voit comment la grande famille des pourritures et autres vendus, ignobles en robe noire et journaleux en l'occurrence, s'accordent à merveille pour faire circuler un surnom comme justicier ou Zorro blanc, pour ensuite affirmer que c'est leur cible qui aime se faire appeler ainsi. C'est la manœuvre d'usage chez ces pervers détraqués pour faire passer un gêneur, comme moi, pour le type de détraqué de leur pointure à eux. Et combien vous pariez que les ignobles vautours, ou quelques baveux bien inspirés, va lâcher l'histoire du Zorro blanc en plein procès dans un jet de salive mal contrôlé, une fois de plus, le 30 août prochain. Aujourd'hui, pour illustrer encore la perversion des ignobles qui mettent en scène leur accusation, eh ben moi je me retrouve accusé moi je me retrouve accusé d'un projet criminel, hein, c'est très important.
visant à enlever des enfants, avec l'accent bien prononcé sur la notion de projet criminel, d'infraction criminelle. Alors, c'est très important parce que ma condamnation, qui va avoir lieu, sans plus d'examen de la part de quelques personnes que ce soit, dans quelques pays que ce soit. Ah oui, on recheck, on constate que Stalmayo, condamné pour association de malfaiteurs ayant un projet de multiple enlèvement d'enfants. La personne verra une condamnation qui indique tout simplement que je suis un criminel, trafiquant d'enfants, qui a été condamné pour cela. Alors, on ne parle pas de recherche, de manifestation de la vérité ou de justice, mais bien de terreur judiciaire, de crimes organisés, de machination, par des usurpateurs au plein pouvoir et qui se pensent éternellement en totale immunité, sous totale immunité. Une immunité insoutenable, puisque cela concerne toujours les mêmes crapuleries que je dénonce, mais qui ne tiendra que tant que vous, les amis, continuerez à baisser les yeux devant cette pourriture, en pensant devoir leur reconnaître quelque légitimité, quelque autorité, quelque pouvoir sur vous et sur vos enfants. J'espère que le sacrifice de ces deux femmes qui sont héroïques pour nous toutes et tous permettra au moins un sérieux réveil de la part de celles, de ceux qui parmi nous tous ont encore un peu d'humanité. Alors l'idée que vous, mes amis, que je ne connais pas mais qui est bien réelle, ne soyez pas en grand nombre ce 30 août prochain pour les soutenir me glace de terreur. La contamination vous aurait-elle concerné vous aussi? Non, je ne peux pas me résoudre à croire ça. Je sais que vous serez au rendez-vous, nombreux, nombreuses. Alors, vous savez ce que je pense de ces actions qui se limitent à des manifestations publiques avec le mot d'ordre général de surtout ne pas troubler l'ordre public, être bien calme, bien gentil, en sachant qu'ainsi nous faisons le jeu des ignobles et de leurs commanditaires. En fait, non, il faut venir en force à un tel événement, mais pour s'interdire qu'il se déroule dans le calme, dans la paix publique, qui n'est la paix que la paix des vampires, la paix organisée pour la tranquillité des pédocriminels. Alors, si à un moment donné, au cours de ce cirque maudit, un pseudo-président de tribunal se met à beugler en virant au cramoisi qui va faire évacuer la salle si vous ne maintenez pas un silence religieux, ben ça sera déjà un bon point. Et j'espère que s'élèvera une voix d'un être humain parmi vous pour répondre quelque chose du genre « Ben, qu'est-ce que tu attends, pauvre tâche? On ne demande pas mieux. » Voilà. Ça sera le début de la rébellion humaine, initiée in extremis contre les vampires. Rébellion humaine. Certains infiltrés et cyberbaveurs argueront que, en commentaire, que c'est de la stupidité, ce que je suis en train de dire, que les fauteurs de troubles seront pris pour cible à leur tour pour m'avoir bêtement écouté, moi qui suis bien planqué au Venezuela. Bon. Ça n'est pas à mes vrais amis que je dois rappeler les vraies raisons pour lesquelles je suis en ce moment dans ce pays, ni la pertinence de tout faire pour rester libre et en possession de mes moyens pour pouvoir poursuivre cette guerre, qu'a priori je suis le seul à mener, de la façon dont il faut. Des personnes parmi ceux qui se révéleront être mes vrais amis risquent d'être ciblées par les inquisiteurs, mais c'est certain, mais pas pour des faits aussi graves que projet de multiples enlèvements d'enfants. Et à un moment donné, eh bien, certains doivent avoir le cran de se lever là où le bétail baisse la tête. Là où la majorité dit surtout, il ne faut pas réagir, il ne faut pas lever la tête, il ne faut pas se lever humainement. Et il faut que cette minorité de personnes le fassent sans redouter la terreur d'État. C'est ça la rébellion, par définition. Alors je peux, moi, me permettre de parler de rébellion, je peux me permettre d'inciter les autres à rentrer en rébellion, parce que j'ai commencé par donner l'exemple, et tout sacrifier de moi-même.
Alors, je ne vais pas ici tenter de répondre par anticipation à toutes les attaques potentielles des cyberbaveurs et autres pédocriminels. Nous avons mieux à faire. Mais il faut tout de même que je coupe l'herbe sous le pied. Ici, les attaques les plus évidentes, les plus à droite même, qui ne manqueront pas de fuser, comme celle de maintenir que mon appel au trouble à l'ordre public, à l'occasion de ce procès, serait une stupidité parce que, au pire, les juges auraient recours à un procès en huis clos. Mais qu'à cela ne tienne, mes amis, qui a dit qu'un procès en huis clos, parce qu'il est en huis clos, ne peut pas provoquer de sérieux troubles à l'ordre public? Nous avons le devoir de lancer cette dynamique de trouble à l'ordre des vampires, base de la rébellion humaine, déclaration de guerre faite par des êtres humains aux vampires en train d'installer leur monde avec nos enfants. Déclaration de guerre à tous ces suppôts de Satan. Ces troubles à l'ordre des vampires que je demande formellement ici sont le seul moyen en l'état actuel des choses de provoquer un court-circuit dans la matrice luciférienne, de réveiller les acteurs qui sont en train d'être contaminés à leur insu, d'initier notre rébellion humaine. Alors, cela ne veut pas dire pour autant que je travaille pour une révolution de la nation par une révolte populaire armée, comme on accuse d'ailleurs en passant le triste clown de Mère de Six. Vous connaissez ma position, si vous me connaissez, si vous me suivez depuis des années, avec le ralliement des résistants pour la Révolution, vous savez que je vise une scission des forces armées et des forces publiques, laissant les vendus d'un côté, opposés à notre camp, à nous, celui des derniers humains de conscience. Alors, je n'ai pas abandonné mon projet de prise d'assaut de l'Élysée, au seul fait que je me sois éloigné pour une certaine période de mon pays. Mais ce qui est la part fondamentale de cette guerre n'est pas une action offensive de ce type que je saurais ou non mener à bien, avec quelques dégâts sérieux impactant ou non le plan des vampires, l'agenda de ces suppôts de Satan, de nos élites lucifériennes. Non, la part fondamentale de cette guerre, mes amis, que nous devons déclarer aux suppôts de Satan, est la capacité que chacun et chacune d'entre nous a de rentrer à son niveau intime en rébellion contre le système étant celui des vampires. Différenciez donc bien la notion de révolution, coup d'État, opération de police, telle que je conçois, de celle de rébellion humaine. La rébellion humaine vous concerne, vous, intimement, de façon individuelle. Ne cherchez pas la force dans l'union, dans les regroupements, c'est toujours voué à l'échec, c'est toujours voué à l'infiltration, au retournement, à la contamination. Non, cherchez la force en vous, c'est à l'intérieur qu'elle est. Et cette union ne se fera que de façon naturelle, avec un effet boule de neige, avec des êtres humains, vrais, réveillés, en pleine conscience, qui se seront identifiés les uns les autres en tant que tels. Ainsi, par exemple, si vous suivez bien l'idée, celui ou celle qui m'écoute, qui me comprend, qui persiste à vouloir soutenir la cause pour laquelle je me bats, eh bien, si chacun d'entre vous trouve le courage de se rendre seul au palais de justice, ou avec un copain, une copine, une ou deux personnes, tout au plus, allez, pour aller au tribunal de Saintes, avec l'idée d'y troubler l'ordre public. Ben oui, je dirais même avec une ferme détermination de ne pas permettre que le procès d'inquisition brise dans la quiétude satanique des femmes exemplaires. Eh bien, vous allez découvrir quoi? Vous allez découvrir que vous n'êtes pas seul. Vous allez découvrir que d'autres êtres humains de conscience auront eu de façon personnelle la même démarche courageuse. Et ce n'est qu'à partir de là que l'on peut créer une union spontanée et vraie qui puisse constituer une force déstabilisante pour les ignobles en robe noire, les vampires, les suppôts de Satan. Une force qui va donner l'exemple à d'autres humains en phase de réveil, mais qui jusqu'ici sont spectateurs soumis.
Voilà ce que je pense pour l'optique de la rébellion humaine. Maintenant, je vais vous parler de la vraie origine de la machination judiciaire de Saintes. C'est très important, parce que cette histoire a une origine.